Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entre les lignes. Comme toujours, nous sommes là pour vous servir autour d'une problématique qui certainement va vous intéresser. Là, il faut savoir que nous allons devoir faire un gros plan sur la situation de l'architecture en République démocratique du Congo. Et là, nous recevons pour vous quelqu'un de très spécial en la matière. Il s'agit bien sûr de notre ami Sarive Boutakemo. Il est architecte, mais également enseignant des universités. Donc avec lui, nous allons vraiment réfléchir comme il se doit autour de cette matière. Monsieur l'architecte, bonjour. Bonjour, monsieur Bruce. Vous allez bien? Je vais très bien. Allez, je viens de vous présenter tout à l'heure comme architecte, mais également comme enseignant, puisque vous l'êtes, vous faites toutes ces deux casquettes vous vont tellement bien. On a toujours dit qui trop embrasse mal étreint. Est-ce que, en fait, comment est-ce que vous faites pour ne pas vous retrouver un peu lassé ou encore dans le cadre du burn-out? Oh, c'est une très bonne question. Moi, ce que j'adore dans le métier de l'enseignant, c'est que ça te permet de non seulement transmettre des connaissances, mais aussi de parfaire ce que tu as. Donc, comme on dit, la répétition, c'est la mère de la science. Et puis, ça me permet de faire des rencontres. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui m'ont peut-être apporté des nouvelles connaissances que je n'avais pas. Donc, c'est ce que j'aime dans ces métiers. C'est pour ça que je me suis lancé dans ces métiers depuis maintenant, ça va faire 2 ou 3 ans, depuis 2022, je ne sais pas. Alors, vous êtes architecte. Dites-nous déjà, comment s'organise l'architecture en République démocratique du Congo, puisqu'il existe un ordre? Vous êtes membre? À ce jour, pas encore, parce que je dois régulariser certains détails que je compte atteindre d'ici la fin de l'année 2027. Vous êtes auteur de plusieurs livres, mais également de plusieurs articles dont je me permets de citer, puisque nous avons sélectionné un article qui fera l'objet de l'émission d'aujourd'hui, du numéro d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr du rapport qui existe entre le développement de l'enfant et son environnement immédiat du point de vue architectural et urbain. Alors, puisque je viens de citer l'article qui va constituer la matière du jour, j'aimerais quand même, d'entrée de jeu, que vous puissiez commencer par nous dire, là, on a l'enfant, mais également, on parle de son environnement immédiat. Essayez de nous faire comprendre, si pas de chausser des lunettes d'architecte. Comment définissez-vous cet enfant qui est censé évoluer en fait, au regard des péripéties de la vie, mais également de tous ces dont je venais d'énumérer tout à l'heure? Ok, donc, en tant qu'architecte, je vais définir l'enfant comme une personne se trouvant dans la tranche d'âge d'apprendre. Donc, on va partir des 3 ans jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence. Donc, on va prendre 14, 15, 16 ans. C'est un enfant en architecture. Donc, ce qui est intéressant avec cet article-là, c'est que l'enfant ne perçoit pas les choses comme un adulte. Donc, pour étudier les enfants, pour étudier la petite enfance, les spécialistes comme les psychologues, les psychiatres, se basent sur le développement cognitif et physique de l'enfant, par exemple. On doit comprendre que la perception de l'enfant ne perçoit pas l'espace comme les adultes. Et je vais donner un exemple. Un enfant de 6 ou 7 mois, il ne parle pas. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe, mais par l'interaction, il voit ce que vous faites, il apprend. Et puis un beau matin, vous allez vous réveiller, il dit « papa ». Mais ça va vous surprendre. Il a appris ça, oui. Il vous voyait parler, vous voyez toucher des choses. Donc, il apprend par l'interaction. Son développement cognitif s'est fait lentement, mais sûrement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de concevoir des espaces qui vont favoriser ces développements cognitifs et physiques de l'enfant. Donc, d'où cet article qui a été publié en 2022 sur Academia. Nous avons un peu essayé de voir un peu comment aménager des espaces. Là, ces espaces-là, par exemple, nous allons parler des garderies, par exemple, les garderies d'enfants. Comment faire en sorte qu'un enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans puisse s'épanouir en garderie.
Et puis quand il va passer à l'école primaire, comment faire en sorte que l'enfant, puisque l'école, ça peut être frustrant pour l'enfant, mais comment faire en sorte que cet espace-là, l'enfant puisse à chaque fois avoir envie de venir étudier, de venir participer aux cours. Ça va faire en sorte que l'enfant puisse comprendre l'importance des études et puis de se développer après. Voilà un peu le Tout ça c'est bien, mais nous n'allons pas rester au niveau des questionnements, puisqu'on vous a sur ce plateau, vous êtes expert en la matière. Parlez-nous de cet espace que je qualifie d'idoine pour le développement de l'enfant. Alors, cet espace, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les besoins de créer des espaces assez particuliers pour les enfants viennent du fait que certaines recherches démontrent que les enfants, par exemple en 2014, on a mené une recherche sur savoir, on a séparé des groupes d'enfants. Les enfants qui sont atteints du cancer et ceux qui ne sont pas atteints du cancer. Les premiers groupes, on les a mis dans des hospices. Donc, ce sont des endroits où on traite les cancers pour enfants. Ces espaces-là n'étaient pas bien aménagés pour eux. On les a mis dans des hospices comme ça. Mais on s'est rendu compte que 6 mois après, leur état de santé s'était empiré. Pourquoi? Parce que les enfants ne s'épanouissaient pas. Il n'y avait pas de jeux, il n'y avait pas de chaises adaptées, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de quoi? Comment on va appeler ça? Des figurines, des jouets, tout ça. Un environnement ludique. Un environnement ludique pour les enfants. Ces enfants-là tombaient malades. Alors, le deuxième groupe, c'est aussi un groupe des enfants toujours atteints de la même maladie, mais maintenant dans un espace conçu pour ce genre d'enfants. Bien adapté. Bien adapté. Alors, vous connaissez que les cancers, c'est pas une maladie qu'on arrive à s'en sortir facilement, mais les chercheurs ont pu constater une amélioration nette au niveau de ces enfants-là parce que ces espaces-là les permettaient non pas seulement d'endurer la maladie, mais aussi de s'épanouir, de jouer, de sauter, de faire du trampoline, tout ça. Après, lorsqu'on a fait les constats, on a fait les diagnostics, on a constaté que ces enfants-là s'en sortaient mieux par rapport à ceux qui n'étaient pas dans des espaces adaptés. D'où l'importance aujourd'hui de ne pas concevoir les bâtiments de la même manière pour l'usage d'un adulte que pour celui d'un enfant. Donc on doit faire cette petite différence-là. Chaque fois qu'on conçoit un bâtiment, tenir compte de qui vont l'exploiter ou qui va en être les maîtres de l'exploitation. Voilà. Mais en tant qu'architecte, vous participez dans plusieurs travaux de construction. Lorsque vous regardez nos immeubles et tout, est-ce que vous pensez vraiment que dans vos projets ou encore dans vos plans, vous tenez compte des enfants, mais également des personnes à mobilité réduite? Bon, malheureusement, pas trop souvent ici. Au Congo, on ne tient pas trop compte de ça. C'est de la négligence? Je ne dirais pas que c'est de la négligence, mais c'est surtout le fruit d'un manque de normes claires. Des codes? Des codes. Il faudrait qu'il y ait un code de construction et d'architecture clair pour que quand l'architecte est en train de concevoir une garderie, qu'il puisse s'y référer. Et puis, lorsqu'on va aller demander un permis de construire, l'inspecteur qui va vous donner les permis de construire va se référer à ces normes. Est-ce qu'avez-vous prévu des rampes pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, les portes d'entrée, quels sont les espaces que vous avez, comment la couleur à l'intérieur, tout ça, c'est ce qui va faire que les bâtiments puissent répondre aux normes. Donc, à l'absence des normes, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de normes, mais il faut clarifier ces normes aujourd'hui. Il faut peut-être les revoir, les adapter et puis peut-être s'inspirer d'autres cieux aussi. Ça pourra nous aider à avancer dans ces domaines-là. Mais pourquoi ça traîne, puisque nous sommes dans une république où on a eu à réviser la Constitution autant de fois, on voit les gens, je ne sais pas moi, détourner, il y a trop de bêtises qui se font, mais pourquoi les gens ne s'attardent pas trop à donner sens à cette matière? Bon, aujourd'hui, je vais être clair. J'irai peut-être trop loin pour dire, est-ce que ce n'est pas le fruit d'une certaine nonchalance de votre part, vous qui êtes architecte? Oui, pendant longtemps, je pense que les architectes doivent porter le chapeau de ces désordres dans la ville de Kinshasa sur le manque de normes en termes de construction, en termes d'aménagement. Parce que vous tenez compte, par exemple, au Nigeria, par exemple, l'ordre des architectes nigériens a été publié dans les années 59. Déjà en 59, et ils avaient l'ordre des architectes. Donc vous voyez maintenant, ça fait combien d'années que ça existe. Mais chez nous ici, c'est à peine à la fin des années 2018-2019 que l'ordre a vraiment pris forme. Bon, ils sont en train de fournir des efforts pour essayer de normaliser tout ça, mais à l'absence d'un champion, c'est qui? Un champion, c'est un porteur de projet. Il faut avoir quelqu'un qui se met au devant de la scène, qui en fait un combat.
qui a fait un combat pour lui. Parce que c'est pas facile de venir imposer, de venir dire aux gens arrêtez de faire ce que vous faites. Maintenant, il faut faire les choses comme ça. Ça risque de prendre un peu de temps. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra y arriver. Mais puisque ça traîne, présentement, vous êtes où, vous qui êtes architecte? Qu'est-ce qui constitue vos préoccupations? C'est ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, les normes que les architectes utilisent en RDC, les normes ergonomiques, des conceptions et tout ça, c'est plus des normes importées de l'extérieur. C'est plus des principes qu'on a appris à l'école, des principes à caractère général qu'on apprend, tout ça. Mais il y a un petit problème d'adaptation parce que l'architecture tient compte de la culture, des traditions, de l'environnement, des besoins. Aujourd'hui, on se rend compte très vite que parfois, vous construisez un immeuble et après, vous vous rendez compte que cet immeuble-là ne répond pas vraiment aux besoins de l'environnement. Donc, aujourd'hui, il y a un petit problème de développement à ce niveau-là. Je pense que ce qui va nous aider à avancer avec le temps, c'est la normalisation, les textes, les codes. Il faudra avoir un comité d'éthique pour vraiment... Parce que l'espace, elle n'est pas infinie. L'espace, on ne va pas laisser l'espace... On ne va pas croire que l'espace, on va commencer à utiliser ça comme l'on veut. Non. Aujourd'hui, quand on construit un immeuble, cet espace-là, c'est fini. Il est occupé. Donc, l'espace, on doit le préserver, on doit le régulariser. Avant de donner à quelqu'un un document lui permettant de construire quelque part, on doit être sûr qu'il a bel et bien respecté les normes. Là, je rappelle, hein, nous abordons votre article qui se trouve être le rapport entre le développement de l'enfant et son environnement immédiat du point de vue architectural et urbain. Ça fait combien de temps, en fait, en termes de publication, vous l'avez publié depuis quelle année? Depuis 2022. Là, j'étais encore en Chypre, en master, depuis 2022. Donc, ça fait 4 ans, jour pour jour. On peut dire que les résultats escomptés sont au rendez-vous? Oui, en termes de recherche, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Parfois, je suis à la maison, chez moi, je reçois des notifications comme quoi quelqu'un a cité ton article sur sa thèse, quelqu'un l'a cité dans une conférence, tout ça. Moi, je pense que cet article a apporté beaucoup de fruits. Et sur le plan pratique, qu'est-ce qui a changé? Sur le plan pratique, ici au Congo, rien n'a encore changé. Hein. Rien n'a encore changé. Il y a encore du chemin à faire. On doit encore, comme j'ai dit, la normalisation doit passer par... on doit réunir les experts, on doit réunir les psychologues, les sociologues pour essayer de créer cette normalisation. Mais je suis confiant, je pense qu'un jour on va réussir à construire une ville, non pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Parce qu'ailleurs, par exemple, quand vous circulez, les avenues sont aménagées de façon à ce que les enfants puissent y jouer. Il y a des trampolines, il y a des balançoires, il y a des jeux de... Il y a plusieurs trucs qui font que l'enfant puisse s'épanouir. Mais chez nous ici, circuler dans la rue, vous ne voyez rien du tout. C'est une ville où les gens passent sans pour autant prendre en compte l'avenir des enfants. Mais généralement, qu'est-ce qui constitue vos motivations? Puisque, bon, des fois, vous écrivez, mais bon, rien ne change. C'est comme si, comme on a toujours dit, le chien aboie, la caravane passe, mais vous continuez tout de même. J'aimerais savoir, en ce qui concerne cet article, l'article qui constitue notre matière du jour, en fait, c'était quoi la motivation pour mettre sur pied cet article? Alors là, ça part du fait que nous étions dans une école de recherche, un master. Alors, il y avait un professeur qui était là pour nous encadrer pour nos recherches. Alors, à cette occasion, il avait demandé à chacun de proposer un article qu'il trouve assez pertinent pour qu'il puisse nous encadrer. Parce que ça nous a pris presque une année pour écrire cet article-là. Et moi, j'ai parcouru beaucoup de choses. Mais je me suis dit, bon, quand j'étais en licence, dans les écoles, en école d'architecture, dans la faculté d'architecture, on avait un petit problème sur la conception des bâtiments dédiés aux enfants. On avait un petit problème pour ça parce qu'on le concevait, c'était pas trop ludique, ça ne parlait pas trop aux enfants. J'ai proposé les thèmes au prof, il a modifié les thèmes 2 fois, on a discuté avec lui jusqu'à tomber sur ce point-là. Il m'a dit, fonce d'abord. J'ai commencé à faire quelques recherches et plus j'avançais, plus j'ai découvert que oui, en réalité, il y a des normes qu'il faut appliquer avant de construire des garderies. Par exemple, il faudrait que la taille des portes, les espaces. Par exemple, les enfants qui sont en train de ramper là, comment on va prévoir un espace? Parce que l'enfant, quand vous le mettez dans un espace, vous allez vous rendre compte vite que l'enfant va faire... S'il voit des objets autour de lui, il va se déplacer vers ces objets-là. Vous allez peut-être vous dire qu'il est en train de faire un désordre. Non, c'est une façon pour lui d'apprendre. L'enfant, ces 6 premières années, il apprend par les toucher.
Il doit toucher des trucs. Ah, ça, c'est du métal. Ça, c'est du bois. Un apprentissage tactile. Tactile. Donc, maintenant, il faut que dans un espace prévu pour un enfant de 6, une année, de 2 ans, prévoir des objets qu'il pourra toucher, des endroits où il pourra peut-être monter et descendre. Ça facilite son développement à la fois physique et cognitif. Donc, voilà un peu l'article est assez... C'est très long. C'est très long, ça exploite les effets visuels. Il faut utiliser beaucoup de couleurs pour stimuler l'œil de l'enfant. Mais vous êtes architecte, vous vivez à Kinshasa avec nous autres. Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Là, je lance aussi un appel à ceux-là qui nous suivent, ceux qui font partie de l'ordre, mais également vous autres qui enseignez et tout. Lorsqu'on voit qu'en fait, il y a un foisonnement des immeubles et tout, il y a des constructions qu'on qualifierait juste d'éléphants blancs. Essayez quand même de nous faire comprendre. Là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à affirmer que Kinshasa se porte bien du point de vue architectural et urbain? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on fasse un constat d'abord. Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que Kinshasa c'est un très grand chantier. Partout où vous passez. Vous ne faites pas 10 mètres sans voir un chantier. Des 3, 4, 5 niveaux. Donc, sur une avenue, vous pouvez avoir 5 chantiers qui sont en train de se construire. Donc, c'est ce qu'on appelle en immobilier un boom immobilier. Donc, les gens veulent maintenant développer la ville. Mais le développement ne peut pas se faire sans plan. Ce qui manque à notre ville, c'est les plans. Mais au-delà du plan, quand je parle de plan, je vois les plans d'aménagement général, par exemple. Il y a un plan d'aménagement général d'une ville. Quel équipement doit se retrouver où? Mais attendez, ça c'est grave quand même. Kinshasa n'a pas de plan général en ce qui concerne, je ne sais pas moi, l'urbanisation encore, l'architecture. Kinshasa, je vais répondre à cette question par oui et non. Kinshasa avait un plan. Kinshasa avait un plan que le colon belge avait prévu jusqu'au début des années 75. Alors, le problème avec les plans, c'est quoi? C'est un document. Il faudrait que l'on suive ce qui est écrit. Si on ne suit pas, on sort du cadre. Par exemple, Kinshasa, au départ, n'était prévu que pour 3 millions de personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 17 millions. Donc, on est largement au-dessus de ce que le colon avait prévu. Mais il y a de cela 3 ans, ils avaient publié un autre plan. Qui a publié? Il y avait une organisation, j'ai un peu oublié les noms, ils avaient organisé un plan d'aménagement général pour la ville de Kinshasa. Ils avaient en fait établi les normes à suivre. Mais ces plans-là aujourd'hui est révolu parce qu'on ne l'a pas suivi. On ne l'a pas suivi. Donc, les plans expirés depuis l'année passée. Donc, aujourd'hui, il faut une nouvelle commission pour rédiger. Parce qu'un plan d'aménagement général s'étale sur 10 ans. Okay. Donc, comme on est là en 2026, ces plans doivent aller jusqu'en 2036. Tu vois? Donc, si on n'applique pas ça dans les 5 ans qui vont suivre, il faudrait encore une autre commission. Voilà un peu ce qui se passe avec le plan d'aménagement général de la ville de Kinshasa. Sans plan, on ne risque pas d'aller très loin. Les chaos ne risquent pas d'être corrigés. Ça risque de perpétuer ces chaos jusqu'à... Répondez alors à ma question. Est-ce que Kinshasa se porte bien du point de vue architectural et urbain? Je dirais que non. Pour être direct, non, ça ne se porte pas bien. Les espaces ne sont pas bien équipés, tout ça. Ça se passe pas. Mais on a des autorités qui touchent encore, qui sont rémunérées pour faire ce travail-là. Oui. Les problèmes aussi, c'est que moi, personnellement, j'accuse cette multitude d'organisations sans lien. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi, je me dis, il y a ce qu'on appelle l'Ordre national des architectes. Mais l'Ordre national des architectes n'a aucun lien direct avec le ministère des Affaires foncières. Je me demande comment les affaires foncières s'occupent de tout ce qui est terrain, tout ce qui est... Mais c'est eux qui gèrent les espaces. Maintenant, les architectes construisent sur ces espaces-là. Mais non. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour qu'il y ait ce lien? Il faut créer ce qu'on appelle en aménagement du territoire des dispositifs d'intelligence économique. Donc, vous voyez par exemple les guichets uniques. C'est un dispositif d'intelligence économique. On a réuni beaucoup de services, les DGI, DGM, tout ça. En un endroit, on vous dit, si vous allez là-bas, ils peuvent produire pour vous les documents. Alors, il faudra aussi créer des dispositifs d'intelligence économique comme ça, où on dit, désormais pour construire, adressez-vous à cet organisme, à cette institution. À l'intérieur, là-bas, il y a des experts du ministère des Affaires foncières, il y a des experts de l'urbanisme qui vont vous dire si oui ou non vous méritez
d'avoir un permis de construire. C'est ce que moi je propose, parce que j'ai aussi fait une certification en aménagement du territoire. C'est un peu ce qu'on nous a appris là-bas. Donc, sans les dispositifs d'intelligence économique, ça sera difficile. Mais on voit de temps en temps, parce qu'il y a des écoles, des universités, des instituts supérieurs et tout, là où on forme les architectes. Maintenant, en termes de profil, c'est qui ou encore c'est quoi un bon architecte? Alors, un bon architecte, c'est déjà quelqu'un qui maîtrise non pas seulement les normes, mais il y a un volet très important de notre métier, c'est la culture, les traditions. Parce que, comme le disait un architecte très célèbre finlandais qui disait, l'architecture est le fruit d'une culture et non d'une civilisation. Ça veut tout simplement dire que ce qui s'est fait en France, par exemple, un bâtiment qui est construit en France ne peut pas être reproduit au Congo de la même manière, parce que la culture française n'est pas la culture congolaise. Okay. Le climat en France n'est pas le climat au Congo. Donc, un bon architecte, c'est qui maîtrise d'abord les normes urbanistiques, de construction et tout ça. Et puis, c'est quelqu'un qui comprend aussi. L'architecte doit être très porté sur la culture, sur les traditions de son pays, sur l'environnement surtout. Parce qu'on ne peut pas détruire l'environnement, on ne peut pas construire un bâtiment qui... Imaginez, vous voulez construire un bâtiment de 4 étages, mais derrière, vous rendez compte que le monsieur qui est derrière a un bâtiment rez-de-chaussée. En mécanique des fluides directement, ça veut dire que les vents qui venaient approvisionner ces messieurs, quand vous allez créer votre bâtiment, ces vents-là vont directement sauter. D'où ces messieurs-là sera... Il y aura un problème dans sa maison pour ventiler sa maison. Alors, ailleurs, on tient compte de tout ça. C'est pour ça que j'insiste sur la normalisation. On ne peut pas construire n'importe comment. Donc, il doit maîtriser les normes, il doit maîtriser la culture, l'art. Il doit aussi être à la page avec la technologie. C'est ça aussi le problème avec nous. Ils on est un peu en retard avec les nouvelles technologies, les logiciels, l'intelligence artificielle, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur, comme j'ai un ami qui dit qu'avant il y avait un ingénieur 3.0, maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a des ingénieurs 4.0 maintenant. Maintenant, nous, on est encore à 2.0. Donc, il faut atteindre les 4.0. On est un peu en retard. Donc, je pense qu'il faut modifier, comme c'est un peu ailleurs, on incite les universités maintenant à adapter les renseignements à l'intelligence artificielle. On ne peut plus faire de l'intelligence artificielle un pari. On lui dit, non, toi, tu facilites trop la vie. Non. C'est un outil. Il faut le faire rentrer. Il faut faire avec. Oui, il faut faire avec maintenant. C'est ce qui va nous aider aussi à gagner un peu le pari de la modernisation de la ville de Kinshasa et puis de la formation des architectes. Mais ça, c'est très bien. Vous venez de me mettre, comme on dit, la puce à l'oreille. Parlant des universités, des instituts supérieurs, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les BTP, mais également les génies civils, sont bien pris en charge par nos universités et instituts supérieurs? Oui, au Congo, ce que j'ai constaté nous avons de très bons ingénieurs, des travaux publics, des génies civils, mais je trouve une certaine cacophonie au niveau des appellations. Les gens confondent souvent qui est un ingénieur BTP et qui est un ingénieur civil. Alors, il faut comprendre que les travaux publics sont des travaux commandés par l'État, par le gouvernement. Donc, les ingénieurs des travaux publics sont là pour exécuter les travaux des communautés. Par exemple, les routes, les caniveaux, les collecteurs, les ponts. Ça, ce sont ce qu'on appelle les travaux publics. Mais maintenant, les génies civils, c'est des travaux d'exception qui n'ont jamais été réalisés dans votre pays. Je donne un exemple très simple. Si on veut réaliser un pont entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazza, ça n'a jamais été réalisé. C'est un défi des génies civils. C'est pour ça que vous verrez qu'à l'époque, il y avait l'Institut du bâtiment et des travaux publics, mais il y avait aussi une faculté de polytechnique, il y avait un département des génies civils à l'UNIKIN. Les deux étaient censés exercer au même endroit, mais pas au même niveau. On fait appel à un ingénieur civil lorsque c'est un défi de taille. Mais un ingénieur en travaux publics, c'est celui qui va maintenir la ville chaque jour. Des travaux d'assainissement, des réparations, construire des écoles, construire des bâtiments administratifs. Ce sont des ingénieurs en travaux publics. Donc, maintenant, ici au Congo, je constate un peu que vous verrez quelqu'un qui a fait travaux publics, à la fin, il s'est dit, je suis ingénieur civil. Bon, je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire par là, parce que toi, tu as fait l'IBTP. Bien que tu as fait licence ou si tu as fait master, mais tu es un ingénieur
à zéro, full, en travaux publics. Et puis, il y a des ingénieurs de l'INIKIN qui se disent, moi, je suis ingénieur civil, mais vous les verrez aussi dans les travaux d'assainissement, les travaux de construction. Mais papa, mais déjà, lorsqu'on est ingénieur civil, donc, on est censé prester que lorsqu'il y a innovation. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que la différence, c'est qu'un ingénieur en travaux publics, lui, on le forme pour construire dans la réalité de tous les jours, dans le quotidien. Lui, il connaît les prix, faire un devis à la taille du client. L'autre, c'est dans l'exception. Lui, c'est dans l'exception. Oh, l'exception n'arrive pas à tout moment. N'arrive pas à tout. Lui, et ils sont plus adaptés pour les bureaux d'études, pour diriger des travaux d'exception. C'est pour ça que quand vous employez un ingénieur en travaux publics, vous verrez que les devis d'ingénieur en travaux publics qui coûtent $24 000 pour la construction d'un bâtiment. Si vous appelez un ingénieur de l'INIKIN, c'est même devis va coûter 50 000. Parce que lui, il prendra trop de précautions. Parce que lui, il fait tout ce qui est exceptionnel. Il veut que les bâtiments puissent être comme ça. Mais un ingénieur en travaux publics... Ils sont méticuleux. Ils sont méticuleux. Ils ont trop de formules mathématiques qu'ils utilisent parce qu'ils sont formés pour relever des défis. Ouais, donc voilà un peu la différence qu'il y a. Les ingénieurs de travaux publics travaillent avec nous tous les jours. Tout ce qu'on voit dans nos routes à Kinshasa, ce n'est pas les génies civils, c'est les travaux publics. Les sauts des moutons, tout ça, c'est les travaux publics. Mais un jour, lorsqu'on voudrait, par exemple, construire un immeuble de 100 étages à Kinshasa, ça sera du génie civil, parce que ça n'a jamais été construit. Mais déjà, auparavant, même les sauts des moutons, il n'y en avait pas. Donc, c'était une exception. Ça pouvait aussi relever du génie civil. Une exception, ça c'est pas seulement dire que ça n'a jamais existé, mais est-ce qu'il fallait inventer des formules pour construire les sauts des moutons? Non, parce que les sauts des moutons, on l'étudie déjà dans les écoles d'urbanisme et d'architecture. Lorsqu'il y a bifurcation des 4 voies, il faut élever la voie. Donc, pour les ingénieurs, pour les architectes, ce n'était pas nouveau, on connaît ça déjà. Ça existait déjà. Alors, ici et là, à Kinshasa, nous voyons des éléphants blancs. Il suffit de se rendre, par exemple, au niveau de la gare centrale. Il y a un immeuble qui est resté là. Oui. Un immeuble qui signe l'école Araté Tikalindengwana. Alors, faites-nous comprendre en termes de mentalité, encore en termes de comportement, quelles sont les bonnes questions qu'on est censé se poser avant de pouvoir commencer un chantier ou encore un travail en termes de construction. Oui, donc, comme vous l'avez souligné, il y a à Kinshasa les éléphants blancs, des bâtiments qui n'ont jamais été finis. Vous passez ça et là, vous voyez un grand chantier abandonné depuis 10 ans. Peut-être les propriétaires sont morts, mais pourquoi ces chantiers restés comme ça? On ne sait pas répondre à ça. Dans nos quartiers, même la plupart de nos maisons, constatez qu'on ne remplit pas vraiment les normes. Alors, j'ajoute directement une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à punir ceux qui ne terminent pas leur chantier? Oui, ailleurs, c'est possible. Par exemple... On va revenir à la question précédente. Oui, ailleurs, c'est comme ça. Parce que vous détruisez les tissus urbains. Je donne un exemple très simple. Les gens connaissent la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, lorsque Gustave Eiffel a gagné le projet de la Tour Eiffel, c'était pour il y a une organisation en France qui préserve la beauté de Paris. Ils avaient traité la Tour Eiffel d'immonde. Ils ont dit, mais tu es en train de détruire les paysages urbains. Ils ont porté plainte contre Gustave Eiffel. Parce que les paysages urbains, la beauté, c'est important pour les facultés cognitives. Il faut que notre ville soit bien présentée, bien organisée. Alors, ces gens-là, moi, je pense que dans la normalisation, dans les codes de construction qu'on va publier dans les années à venir, il faudrait penser à toutes ces personnes qui n'ont pas le budget qu'il faut, mais qui se lancent dans des projets pour laisser des constructions inachevées comme ça qui n'honorent pas trop la ville. Donc, il faudrait penser à les sanctionner peut-être financièrement ou je ne sais pas. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de commencer un chantier? Alors, avant de commencer un chantier, il faut connaître au minimum 7 étapes. Il faut suivre 7 étapes, par exemple. On va commencer par faire les choix stratégiques d'un terrain. Parce que, vous voyez, par exemple, la ville de Kinshasa, on va prendre le cas de quartiers qui sont marécageux. Vous allez aujourd'hui, durant la période de la saison sèche, Makala, Ngaba, vous y allez, le terrain, il est plat, il n'y a pas d'eau. On vous dit, ce terrain ici, on va vous les vendre à $25 000, $30 000. Vous dites, j'ai fait une bonne affaire. Mais vous vous rendez compte que quand il va pleuvoir au mois de septembre, les terrains se transforment en une rivière, en un lac. Donc, le choix d'un terrain est stratégique. Maintenant, les erreurs que pourquoi beaucoup de gens qui tirent ça tombent souvent sur ce genre de terrain? Parce que la première des choses, c'est que les gens achètent les terrains sur un coup de tête. Et
l'immobilier, c'est pas comme un pain. Vous ne vous réveillez pas les matins, vous prenez votre argent, vous mettez en poche, vous allez vous donner à un liquidateur, vous prenez. Non, l'immobilier ne bouge pas, ça reste là. Il faut remplir les normes pour l'acheter. Donc, les gens ne se font pas accompagner. Il va acheter sans l'avis d'un expert, sans l'avis d'un avocat, sans l'avis d'un topographe, sans l'avis d'un architecte, il achète. Et puis, il se met à signer des documents sans même vérifier que les terrains est-ce que c'est viable? Est-ce que je peux vraiment acheter ces terrains? Ça, c'est la première. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Autre erreur, c'est un projet inadapté au site. Vous achetez un terrain, bien sûr, le terrain remplit les normes, mais vous voulez y construire un bâtiment qui ne correspond pas à ces sites-là. Je donne un exemple. Vous êtes dans une commune où les gens... Il n'y a pas assez d'hôtels à côté. Mais vous venez, vous dites, bon, j'aimerais construire un hôtel 5 étoiles sur ces terrains-ci. Vous en avez les moyens. Vous construisez votre hôtel, mais vous vous rendez compte que les gens ne s'intéressent pas à ce genre d'équipement dans ces milieux. Voilà pourquoi beaucoup de projets aussi sont abandonnés. Vous verrez qu'ils occupent peut-être les rez-de-chaussée, mais l'étage, premier et deuxième étage, ils ont simplement élevé les colonnes. Le bailleur a dit, je ne veux plus financer ces projets, ça ne sert à rien. Donc, bien choisir son terrain, c'est bien. Alors, pour y arriver, un conseil, c'est de se faire accompagner par les spécialistes. Il faut avoir un avocat avant d'acheter un terrain d'abord. L'avocat, c'est la première personne qui va vous guider. Parce que l'avocat est en mesure d'aller vérifier auprès du cadastre, est-ce que ce terrain-là, il est constructible d'abord? Est-ce que la personne qui vend les terrains, les liquidateurs, a-t-il le droit de vendre ces terrains-là? Est-ce qu'il a la qualité? Est-ce qu'il a la qualité de les faire? Parce que beaucoup de gens, quand vous allez dans nos cours de tribunaux, vous trouvez que 80% des procès sont liés aux achats. J'ai acheté, mais le monsieur il n'avait pas les droits, c'était un cousin éloigné, le papa était en Europe, il est mort aux États-Unis. Il fait appel et puis vous perdez votre terrain. Donc ça, c'est déjà la première. Quand vous voulez acheter un terrain... Cette histoire, l'opposition, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça vous engage dans des procès de 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Et vous y perdez des milliers de dollars parce que vous n'avez pas suivi les principes, les choix stratégiques d'un terrain, un avocat, et puis des préférences, c'est faire accompagner d'un architecte. Parce que l'architecte a la capacité de vous dire que ce que vous voulez faire ici, ça ne va pas marcher. Ou un ingénieur qualifié. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, quand vous voyez que le terrain est viable, un autre point très important, c'est de suivre la procédure administrative et juridique. Parce que si vous ne suivez pas la procédure juridique... Quelle est cette procédure? C'est d'abord d'aller au bureau du cadastre, de voir avec un numéro d'enregistrement, numéro de cadastre, vérifier est-ce que cette parcelle-là appartient bel et bien à ces messieurs-là. A-t-il les certificats d'enregistrement? Parce que vous ne pouvez pas acheter un bien qui n'est pas enregistré. Ça vous met en porte-à-faux, ça vous met en déséquilibre. Comment allez-vous prouver que les biens vous appartiennent? Parce qu'auprès du cadastre, auprès du foncier, les biens n'est pas répertorié comme vous appartenant. Alors, beaucoup de gens aussi le font. Ils achètent des terrains. On lui dit, on a seulement un numéro du cadastre. Bon, prenez, il prend les numéros. Il commence à construire. 2 ans après, le fils du monsieur quitte l'Europe pour venir. Qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, il lui réclame. Moi, j'ai un certificat. Qui t'a vendu ça? Vous perdez les droits. Donc, là aussi, se faire accompagner par un avocat, c'est toujours primordial avant de valider l'achat. Très bien. Alors, quels sont les documents qu'il faut avoir? Il faut d'abord une expertise des services du cadastre. Il faut qu'ils viennent certifier les bornes du terrain. Votre terrain fait combien de mètres carrés? Non, mon terrain fait 200 mètres carrés. Donc, c'est comment? C'est 10 sur 20. Ils vont certifier, vous donner un numéro d'enregistrement. Et puis, vous allez poursuivre auprès du cadastre pour avoir maintenant un certificat, ce qu'on appelait à Lingala autrefois, Bukalupango. Donc, lorsque vous atteignez ces niveaux-là, on certifie que cette parcelle-là est non seulement vendable... Le livret de logeur. Les livrets de logeurs pour l'époque, où les colons étaient encore en train d'administrer. Peu après, on a créé le certificat d'enregistrement. Donc, c'est ce qui vous donne maintenant les droits, la possession sur ces biens. Mais au-delà... Même si les messieurs vous montrent les certificats d'enregistrement, c'est pas suffisant. Il faudrait que l'identité de la personne, les liquidateurs, il doit avoir un droit de liquider ces biens-là. Tu ne peux pas vendre un bien où ton nom n'est pas inscrit. Qui sont les héritiers de cette parcelle? Parce qu'on le voit souvent, on vous donne les documents, mais les messieurs qui vous ont vendu ça n'a aucun droit. Et les enfants qui viennent réclamer que la parcelle appartient à notre papa, notre oncle a vendu ça, comment nous n'avons pas
Donc, il faudrait vérifier l'identité. Donc, pour ces, un autre conseil que je vais donner aux téléspectateurs, c'est de suivre la procédure que les avocats vont vous dire de faire. Faites-vous accompagner parce qu'un avocat, il est spécialisé dans tout ça. Il connaît les services qu'il faut faire. Pas d'un avocat, Non, un avocat, comment je peux dire, expérimenté, chevronné. Ou un cabinet d'avocats d'ailleurs. Dans les cas où vous choisissez une concession assez grande, vous voulez faire quelque chose de très grand, faites-vous accompagner vraiment par un cabinet parce qu'ils peuvent déceler la moindre faille pour vous dire non, attention, investir dans un tel projet, c'est jeter de l'argent. Okay. Alors, quand vous voyez maintenant que l'avocat vous dit OK, vous pouvez acheter, mais il y a un autre point, un petit point que l'on oublie parfois, c'est l'évaluation, l'expertise immobilière. Les prix que les vendeurs vont vous exiger, vous devez discuter, mais qui va vous aider à discuter? C'est un expert immobilier. Ce n'est pas un commissionnaire qui va vous dire, papa, cette parcelle coûte 70 000 $. D'ailleurs, ici, les parcelles ne coûtent que 70 000. Non. Donc, en cette matière, le courtier n'a pas de place. Le courtier n'a pas de place. Il y a la place pour l'expert immobilier. L'expert immobilier a les capacités d'évaluer les biens, la valeur du bien. Est-ce que ce terrain coûte réellement 70 000 $? Parce qu'on aura parlé de ça un peu après. Il y a une différence de valeur et prix. La valeur, c'est lorsque vous vous demandez est-ce que si je vais échanger ces biens, est-ce que je vais en retirer les mêmes, un bien qui ait les mêmes valeurs. Vous achetez un bien à 100 000 $, mais est-ce que si vous allez à la banque prendre un prêt, est-ce qu'on va vous donner 100 000 $ en hypothéquant ces biens-là? Non, ça c'est la valeur. Mais les prix, c'est lorsqu'on veut faire une transaction. Donc vous donnez à la personne, vous retirez les. En immobilier, il y a ça aussi. Donc, vérifiez tout ça auprès des avocats, faites-vous accompagner par des experts pour vous aider à discuter. Il peut vous dire 70 000 $, c'est bien, mais la valeur, l'occupation d'ici, de ces terrains, son emplacement, ses opportunités, n'y investissez pas 70 000, donnez-lui 55 000. Ça vous donne une base pour négocier avec lui. Les gens ici, au Congo, on ne fait pas trop d'expérience. C'est pour ça que vous achetez peut-être des biens trop chers. Et puis ça. Le troisième point, c'est celui de faire un choix sur le plan architectural de votre bâtiment. Je vais souligner un truc, il y a une différence entre un plan et un projet. Un plan, c'est une étape d'un projet. Mais le projet, c'est l'ensemble, c'est les A, de A jusqu'à Z. Donc, faites le choix d'un projet qui vous correspond. Parce qu'il y a une différence entre un besoin et un style. Beaucoup de gens construisent parce qu'ils veulent remplir ou rencontrer un style. Il a vu son voisin avec un bâtiment R+2, appartement, tout ça. Et puis, il a fait. Donc, construisez avec un plan qui vous correspond. Faites-vous accompagner par un architecte. Donc, par là, vous dites qu'il faut éviter le mimétisme. Les mimétismes, n'essayez pas de copier ce qui ne vous correspond pas. Parce que, d'ailleurs, le point suivant, c'était les budgets. Parce que vous allez copier quelqu'un, mais vous n'avez pas le budget pour faire ce plan-là. C'est ce qui nous a conduit à des chevals blancs comme ça, partout dans la ville de Kinshasa. Donc, les budgets. Interrogez-vous, est-ce que j'ai les moyens réels de mener ces projets à terme? Si vous dites que oui, vous avez les moyens, mais comment vous allez atteindre ça? Et puis, l'autre point, c'était un planning clair, un planning qu'on peut suivre. Vous pouvez construire un bâtiment de 4 niveaux, mais dites-vous, bon, je vais y investir 200, 300 000 $ en combien de temps? Je vais construire, par exemple, le rez-de-chaussée. Après une année, je vais m'attaquer à l'étage supérieur. Donc, vous établissez, vous faites un planning de votre construction et ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Et puis, lorsque vous passez au planning, il faut maintenant penser à l'installation de votre chantier. Parce que lorsque vous voulez construire, il faut des documents. Il faut un permis de construire. Vous ne pouvez pas construire quelque chose sans permis. Parce que beaucoup de gens ont construit des bâtiments qui n'ont jamais été autorisés par le ministère de l'Urbanisme. Il n'a pas de permis de construire. Mais le bâtiment existe. Le bâtiment existe, mais il est en flagrance. Il a désobéi aux lois. Okay? Un permis de construire. Au-delà d'un permis de construire, il faut s'acquitter des taxes liées à l'occupation du sol. Par exemple, les taxes foncières, les taxes liées à la sécurité, par exemple à l'assurance. Vous construisez un bâtiment de 4 étages, mais vous devez vous mettre en tête qu'un chantier, c'est un milieu dangereux. Quelqu'un peut faire tomber quelque chose qui tue quelqu'un en bas. Si votre chantier n'est pas assuré, les travaux seront suspendus. Le maçon lui-même peut tomber. Peut tomber aussi. Donc, les chantiers doivent être assurés. Et puis, les équipements, les EPI, les équipements de protection individuelle doivent être garantis aussi. Les maçons travaillent en terre là-bas, il n'a pas de boots, il n'a pas des harnais de sécurité. Donc, il est à 25 mètres du sol. Beaucoup de gens aussi ont connu des situations comme ça. Ils construisaient bien, mais il y a eu mort sur son chantier.
on a scellé les chantiers, les travaux, 10 ans après, on n'arrive pas à rouvrir. Donc, avec ces 7 points, résumé un peu comme ça, si vous suivez ces 7 points, c'est très peu probable que vous puissiez nous créer un autre éléphant blanc dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est très bien. J'ose croire que ceux qui nous suivent comprennent, surtout ils maîtrisent bien ce que vous les avez communiqué comme matière. Ils ont vraiment ce que vous leur avez inoculé. Je pense que ça se passe tellement bien. Et là, petit à petit, on s'achemine vers la fin du temps nous imparti. Mais je ne sais pas vous laisser partir comme ça sans pour autant vous demander à ce que vous puissiez quand même fixer les esprits, hein, puisque bon, certes, vous êtes enseignant, vous êtes architecte, mais vous êtes également, vous évoluez également au sein d'une entreprise, je ne sais pas, vous êtes associé ou encore c'est vous qui en êtes le propriétaire. Il s'agit de Afribat Group. Là, je pense que vous mettez vraiment en pratique tout ce dont vous venez d'énumérer tout à l'heure. Hein. Oui, on essaye de mettre en pratique tout ça, on essaye de travailler tant soit peu avec les normes qui existent pour les marchés que nous gagnons. Donc, c'est pas facile, mais on essaye quand même parce que notre métier, c'est un métier, comme le disaient un de mes professeurs en Chypre là-bas, Payam, il nous disait que le métier d'architecte, c'est un métier qui demande beaucoup de normes. Il faudrait un encadrement juridique assez exceptionnel pour réussir dans ces métiers. C'est pour ça que vous voyez que les entreprises de construction, il y en a beaucoup, mais très peu arrivent vraiment à survivre. Même si certaines personnes préfèrent travailler avec les ingénieurs que de solliciter les architectes. Les architectes. Oui, mais il y a aussi... Ça fait mal quelque part. Cet amalgame-là, oui. Les gens... Vous dites que c'est un mauvais choix d'opter pour l'architecture. Oui, beaucoup de gens ont peur des architectes parce que l'architecte est formé pour... Vous coûtez cher, mais vous êtes limité. Oui, l'architecte... Les gens confondent les travaux. Le travail d'un architecte est très important parce que c'est un travail... L'architecte n'est pas supérieur à l'ingénieur. C'est plutôt un collaborateur, mais l'acheminement veut que l'architecte puisse travailler avec l'ingénieur. Mais l'ingénieur peut travailler sans l'architecte. Tout ce que l'ingénieur doit faire doit être conçu par l'architecte. Okay. Vous voyez maintenant. Donc, les deux, en fait, moi, j'aime dire que les deux, nous avons les mêmes bases. Parce qu'à l'école, celui qui a fait génie civil et celui qui a fait architecture, arrivé à master, celui qui a fait architecture peut aussi aller faire génie civil. Celui qui fait génie civil peut aussi faire l'architecture. Mais le problème, c'est on a les mêmes bases, mais pas les mêmes spécificités. Vous voyez, donc, il y a cette confusion-là aussi. On pourra développer ça plus tard. Pourquoi il faut travailler avec un architecte? Pourquoi l'architecte qu'est-ce que l'architecte va vous apporter dans votre projet? Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on devra passer l'antenne aux autres. Non, merci de m'avoir reçu. J'étais très intéressé par l'émission. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Ces genres d'initiatives sont à encourager. Donc, merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, monsieur l'architecte, je cite, il s'agit de l'architecte Sarive Botakemo que nous recevions sur notre plateau et nous remercions toute la grande équipe, la team qui a travaillé avec nous. Voilà, je vois comme ça Valentin Bolodjele qui était avec nous. Nous avons bénéficié du concours du cordon. Gani Kilassou, il y a Alpha Kandolo qui était là, mais également notre ami Serge qui a aussi travaillé avec nous. C'en est vraiment fini pour ce dernier numéro. J'ose croire que vous avez aimé puisque nous ne savons que vous servir. Sans vous, voilà, cette émission n'existera jamais et on prend rendez-vous pour un prochain numéro sur le même plateau avec un nouvel invité autour d'une nouvelle matière et portez-vous bien chez vous car chaque jour est une nouvelle vie. Merci beaucoup. Ciao.